Le stock de découplage a une fonction qui est de découpler la fabrication et la demande. Vous avez votre production, vous fabriquez, vous constituez un stock et ce stock, vous allez l'utiliser pour alimenter vos clients par exemple ou pour amener plus loin dans votre chaîne de fabrication si vous faites de l'assembly to order. Vous allez stocker des pièces, des sous-ensembles de composants et vous allez ensuite, en fonction de la demande, prélever ces pièces pour faire l'assemblage final. Donc, vous découplez l'amont de votre production de son aval et de la fabrication finale. Donc, ça a cet objectif de découpler la phase amont de la phase aval. Ça peut avoir un intérêt aussi dans le cas où vous avez une chaîne de fabrication, donc toutes les machines ne sont pas capables de produire au même rythme. Si vous avez une machine qui est capable de produire 100 pièces à l'heure, une deuxième qui est capable d'en absorber 120, mais que vous en avez une troisième qui n'est capable que d'en produire 90, alors vous allez avoir un phénomène d'accumulation des pièces avant la machine M3 parce qu'elle n'est pas capable de produire autant que ce qui lui arrive. Donc ça va avoir un effet d'accumulation de pièces avant la machine M3. Donc ça, c'est un stock qui peut arriver, qui peut être réduit en équilibrant mieux nos capacités machines et en travaillant sur les postes goulets. Donc voilà pour le stock de découplage. Après, vous avez le stock d'anticipation. Donc le stock d'anticipation, c'est un stock de pièces qu'on va fabriquer en avance pour absorber une évolution future ou un pic de demande future. Donc on peut anticiper du stock pour beaucoup de raisons. Par exemple, ça peut être qu'on compte arrêter nos machines pendant quelques semaines pour faire des maintenances, pour des congés, si on veut fermer l'usine pendant une semaine ou deux. On peut anticiper des grosses opérations, des transferts de production. On peut anticiper des fournisseurs qui, eux, vont s'arrêter pendant quelques semaines. On peut aussi anticiper une hausse de la demande future, par exemple dans le cas où vous avez des opérations commerciales qui se préparent. Si le service marketing se prépare à lancer des promotions, par exemple, vous allez probablement avoir un pic de vente, c'est l'objectif, et donc ce pic de vente, il va falloir savoir l'absorber, c'est-à-dire qu'il faudra avoir produit en avance pour ne pas tomber en rupture lorsque la demande va exploser. Donc, anticipation du stock, c'est important, ça nécessite d'être proche des interlocuteurs et par exemple des fonctions commerciales et marketing pour tout ce qui est des opérations marketing et commerciales, parce que ça peut doubler, voire tripler temporairement votre vente sur un produit donné. Donc, c'est important. Également, comment on réduit ce stock alors? Parce que ce stock, il peut représenter des sommes importantes pour beaucoup de pièces, certes temporaires, mais malgré tout. Donc, pour réduire cet effet, il faut avoir, c'est dans une vraie supply chain vertueuse, on veut établir des relations avec nos fournisseurs les plus transparentes possibles pour avoir la possibilité de piloter l'ensemble. Donc, le stock de saisonnalité, on peut avoir des demandes saisonnières. Donc, par exemple, chaque été, vous allez vendre un produit plus que le reste de l'année. C'est une sorte de stock d'anticipation, le stock de saisonnalité. Ensuite, il y a le stock stratégique. Quand on est en entreprise, on a toujours quelques pièces qu'on considère comme du stock stratégique. Alors, le stock stratégique, pourquoi on le constitue? C'est volontaire et ça répond à un objectif de se protéger de manière différente d'un composant classique. On va se protéger pour faire face la plupart du temps à un risque accru sur un composant particulier ou sur une matière particulière. Donc, ces stocks, on va devoir en posséder
plus que ce que notre politique de stock habituelle voudrait bien, ça va probablement s'appliquer sur des matières premières la plupart du temps. Alors ce qu'on rencontre le plus souvent, c'est souvent des matières premières où on veut se protéger face à un risque de défaillance, un risque politique. On est dans la notion de risque et donc on va stocker volontairement plus que ce que l'on fait sur nos composants classiques. Donc, ça peut répondre à un certain type d'entreprises qui ont des fournisseurs qui sont très éloignés ou dans des pays qui peuvent être instables, dans lesquels on peut avoir un risque politique, on peut avoir différents types de risques qui peuvent mettre à mal vos chaînes d'approvisionnement. En anticipation de ces phénomènes, on va constituer un stock stratégique qui nous permettra de pouvoir continuer à produire pendant peut-être 6 mois à 8 mois, même en cas de gros pépins chez un de nos fournisseurs. Ça peut arriver sur des produits qui sont aussi très rares, très demandés, sur lesquels on a des ruptures régulières. On a entendu différence aussi d'approvisionnement sur des composants électroniques pour des voitures électriques notamment. Donc les entreprises vont se constituer un stock stratégique sur ces composants parce que plus on va avoir des voitures électriques, plus on va avoir des soucis pour s'approvisionner et ça va devenir un stock stratégique parce que seules les entreprises qui sauront se protéger face à cette rupture seront en mesure de construire donc une stratégie de réduction des risques. Ça peut aussi répondre à des produits dont le cours est très variable. Et alors là, on va plutôt essayer d'acheter toujours au prix le plus bas dans l'optique de se couvrir face à un risque d'inflation, d'explosion des prix sur une matière donnée. Ça peut arriver aussi. Donc, l'objectif, c'est, bon, il faut réduire au maximum ces stocks parce que quand on constitue un stock stratégique, c'est que on est face à un risque. Donc, il faut réduire cette exposition à risque. Si vous êtes concerné, ce qu'il faut faire, c'est d'abord étudier où sont ces risques, les évaluer et réduire sa dépendance à des fournisseurs fragiles, des fournisseurs critiques, des fournisseurs à risque. C'est facile à dire, c'est pas toujours facile à mettre en place sur des produits très particuliers où on a peu de fournisseurs, mais il faut toujours se poser la question et il faut au maximum sur ces produits à risque multiplier les sources pour ne pas être exposé à un fournisseur unique qui pourrait faire beaucoup de dégâts s'il avait des défaillances. Donc, le stock stratégique, généralement, chaque entreprise a quelques références qui sont considérées comme du stock stratégique et sur lesquelles on suit les approvisionnements de manière très très rapprochée. Concernant le stock de sécurité est très important. Tout le monde le rencontre partout, quelle que soit votre fonction en production, en approvisionnement, en achat, on parle toujours de stock de sécurité. Donc le stock de sécurité, il concerne tout type de matière, que ce soit de la matière première, des composants, des semi-finis, des produits finis. Ça peut être tout type de stock, tout type de référence. On va la plupart du temps avoir un stock de sécurité pour se sécuriser. Donc, l'objectif, ça va être de s'assurer une sécurisation face à des aléas. Dans ces aléas, on peut avoir, par exemple, une demande qui est inattendue, qui est plus forte que prévu, par exemple. En cas d'une demande supérieure à ce qu'on avait estimé, si on a fait une prévision, une estimation, on peut avoir loupé une estimation, s'être trompé dans les prévisions, puisqu'on sait que les prévisions sont jamais justes à 100%. Donc, ce stock de sécurité, il aura pour objectif de nous protéger face à des variations de demande que nous n'avions pas pu anticiper. Face à une coupure d'approvisionnement, face à une panne chez un fournisseur, face à une panne chez nous, ou même à un problème qualité. Pour tout un tas de raisons, on a intérêt à se maintenir un petit stock de sécurité
pour absorber les aléas de la production. Donc, le stock de sécurité, son objectif, ça va être de se sécuriser, mais sa fonction, c'est d'être utilisé seulement lorsqu'on a un aléa, c'est-à-dire pas trop souvent. Si on utilise, si tout le temps on vient prendre des pièces dans notre stock de sécurité, c'est qu'on a un autre problème ailleurs, c'est qu'il est mal dimensionné, c'est qu'on fait les mauvaises estimations, ça peut être plein de raisons, mais un stock de sécurité, il a vocation à être utilisé seulement dans certains cas et pas trop souvent. Si on va piocher dans notre stock de sécurité trop souvent, c'est qu'il y a un problème se cache ailleurs. Au contraire, si un stock de sécurité n'est jamais utilisé, c'est peut-être que, enfin, il n'est pas approprié. Il est là pour être utilisé de temps en temps, mais c'est peut-être qu'il est trop élevé. Donc à ce moment-là, il y a peut-être une opportunité de le réduire. Donc le stock de sécurité, ça va être vraiment pour dépanner, pour absorber les aléas, pas trop souvent, mais pas trop rarement non plus. Et le niveau de stock de sécurité dépend directement de l'OTD que l'on souhaite, de la satisfaction client que l'on vise. Plus l'on souhaite avoir un OTD élevé, plus on va tirer vers 100% de satisfaction client, plus nos stocks de sécurité ont tendance à grossir pour se protéger face au risque de rupture. Donc le stock de sécurité objectif, taper dedans pas trop souvent, mais de temps en temps, sinon c'est qu'il est mal dimensionné. Donc l'objectif, ça va être de le dimensionner de manière optimale. Donc une chose importante, sans stock de sécurité, vous avez 50% de chance de rupture de stock et 50% de chance de surstock. Si vous avez une demande moyenne de 100 pièces par mois ou par semaine, la demande n'est jamais tout à fait régulière. Vous allez avoir une fois 98, une fois 102 ou 103, puis 95, puis 105. Vous allez osciller autour d'une moyenne qui est fixée à 100. Donc, si vous n'avez pas de stock de sécurité et que vous produisez 100 pièces, une fois sur deux, vous allez pouvoir livrer. Les semaines où vous produisez 100, vous allez pouvoir livrer les commandes à 95, 96. Par contre, les semaines où la demande va être de 101, 102, 103 pièces, alors vous risquez d'être en rupture. Vous avez 50% de chance de livrer à l'heure et 50% de chance de faire du surstock. Donc, il y a deux notions statistiques qui suivent la loi normale. Donc, il y a deux méthodes pour calculer un stock de sécurité. Donc, il y a la méthode de l'écart type, qu'on appelle en anglais Standard Deviation. Donc, vous avez votre demande qui est moyennée et qui donne une valeur centrale, une valeur moyenne. C'est la moyenne, c'est le pic de votre courbe de Gauss, de la loi normale. Par exemple, vous avez 100 pièces. Vous avez une moyenne de 100 pièces par semaine. Cette demande va osciller un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous, à la façon d'une loi normale. Ça, c'est statistique. Et les statistiques, pour construire la courbe de Gauss, on utilise l'écart type. Donc, la moitié du temps, on va livrer à l'heure. Et l'autre moitié du temps, si on n'a pas de stock de sécurité, on va être en rupture. Donc, lorsque la demande est inférieure à la moyenne, on peut livrer, mais dès lors que la demande est supérieure à la moyenne,
On risque de ne pas savoir livrer si on n'a pas de stock de sécurité. Et c'est tout l'intérêt du stock de sécurité, ça va être de se protéger face aux variations de la demande. Et donc, ce stock de sécurité, on va le dimensionner en fonction d'un écart type. Et l'écart type va rentrer dans la formule du calcul de stock de sécurité. Donc, il y a 50% de chances de livrer à l'heure si on n'a pas de stock de sécurité. Et si on dimensionne un stock de sécurité basé sur un écart type, on va augmenter notre possibilité de livrer une demande qui est supérieure. Avec un écart type, on va pouvoir couvrir 50% plus 34% par exemple. Donc avec un écart type en plus, on peut livrer 84% du temps, alors que sans, on peut livrer que 50%. Donc un stock de sécurité basé sur un écart type vous permet d'augmenter votre satisfaction client à 84%. Donc si on poursuit l'exemple, si vous prenez deux écarts types, vous augmentez votre stock de sécurité, vous allez pouvoir couvrir 98% de la demande. Donc vous avez 98% de satisfaction client. C'est très bien. Seulement, vous allez faire gonfler votre stock de sécurité. Vous aurez une meilleure satisfaction client, mais vous aurez plus de stock. Ça vous coûtera plus d'argent. Donc, si on prend en compte deux écarts types, on est déjà à 98%. Plus on veut se rapprocher de 100%, plus ça va coûter cher. Pour passer de 98 à 99%, vous allez devoir passer de 2 à 3 écarts types. Donc, vous allez faire gonfler beaucoup votre stock de sécurité pour gagner uniquement 1% de satisfaction client. Donc, c'est un principe de statistique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus le stock de sécurité va être important et plus on va aller chercher une satisfaction client élevée, mais plus cela risque de nous coûter cher. Donc, comment on calcule ce stock de sécurité? Alors, voilà la formule qu'il faut retenir. Safety stock, stock de sécurité en anglais, safety stock, c'est égal à la mean absolute deviation, l'erreur moyenne, qu'on multiplie par un MAD safety factor, facteur de sécurité. Donc, à chaque fois qu'il faut calculer un stock de sécurité, on utilise une table avec les facteurs de sécurité, ce fameux MAD Safety Factor. Dans cette table, à chaque taux de service, vous avez un facteur. Donc, pour 50%, votre facteur va être de 0, et plus vous vous rapprochez de 100%, plus votre facteur va être élevé. Vous avez une colonne avec vos facteurs lorsque on utilise la méthode de la MAD, et une colonne de facteurs quand on utilise la méthode de l'écart type. Les facteurs sont légèrement différents. Donc, la formule à retenir, c'est ça. Safety stock égale MAD multiplié par le safety factor. On calcule un stock de sécurité avec une autre méthode aussi, avec la standard deviation. Donc, le stock de sécurité, c'est une formule de calcul un peu différente. Donc, on commence par calculer notre SD.
on prend la racine de la somme des écarts. Par exemple, si on a un écart entre chaque période où il y a des prévisions et des commandes, on arrive ensuite à un écart type. Cet écart type, on le multiplie par un facteur de sécurité. Par exemple, si on veut un OTD de 95%, on va chercher le facteur dans une table de statistiques qui correspond à 95%. Pour la méthode Safety Factor, pour Standard Deviation, ça correspond à 1,65. Donc, on multiplie notre écart type par 1,65. On arrive à ensuite déterminer le stock de sécurité. Donc, deux méthodes de calcul différentes. Il y a le délai de sécurité. C'est différent du stock de sécurité. Le délai de sécurité, on le rencontre assez souvent. Ça correspond à un temps qu'on va ajouter au cycle pour se protéger des fluctuations. Donc, ce qui se passe quand on applique un délai de sécurité, c'est que l'on va avancer virtuellement le besoin pour avancer également les appels auprès de nos fournisseurs. Donc, on va décaler la date de besoin, par exemple de 2 semaines. Si votre besoin de pièces est en semaine 4, si on applique un délai de sécurité de 2 semaines, dans le système d'information, mécaniquement, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ce besoin de pièces en semaine 4, il va être positionné en semaine 2, ce qui fait que les ordres planifiés, les appels de besoin aux composants vont être réalisés comme si votre besoin était en semaine 2, alors qu'en réalité, il est en semaine 4. Donc, vous vous couvrez de 2 semaines. Vous avez donc un délai de sécurité de 2 semaines. Donc, le délai de sécurité, ça consiste vraiment à avancer la date de besoin pour se couvrir en termes de cycle. Alors, c'est une méthode qu'on utilise qui est assez efficace d'ailleurs lors des périodes de lancement des produits. Dans le cycle de vie du produit, vous avez différentes phases. Donc, c'est très bien adapté en début ou en fin de vie. La grande différence par rapport au stock de sécurité, c'est que le délai est dynamique. Donc, il va varier, il va évoluer tout seul dans votre système d'information, puisqu'il correspond à vos besoins et il va les décaler de manière dynamique, c'est-à-dire qu'il l'ajuste en permanence. Votre stock de sécurité, une fois que vous l'avez calculé, lui, il est fixe. Il ne bouge pas. Donc, il n'est pas dynamique, il est statique. Donc, toujours garder ça en tête, très important, on essaie de travailler dans une supply chain vertueuse. Donc, plutôt que de multiplier les stocks, mieux vaut travailler sur la réduction des incertitudes. Il faut savoir que intégrer des stocks de sécurité, des délais de sécurité, etc., ça permet de vous couvrir. Par contre, quand on regarde de manière globale, on rajoute quand même du stock quelque part dans la supply chain. L'idée ultime de tout ça, c'est plutôt de travailler à réduire les incertitudes, à travailler en partenariat avec nos fournisseurs de manière à avoir un fonctionnement sans aléas. Ce sera toujours plus vertueux que d'intégrer des délais de sécurité.